Bonjour et bienvenue sur Apprends le français. L'histoire d'aujourd'hui est émouvante, inspirante et remplie d'espoir, de courage et de gestes de bonté inattendus. Elle vous aidera également à améliorer votre compréhension orale et votre vocabulaire en français grâce à des conversations simples et à des émotions de la vie quotidienne. Pendant que vous écoutez, essayez d'imaginer chaque scène, chaque expression et chaque émotion. Voici l'histoire d'une mère célibataire qui a presque tout perdu. Je m'appelle Angèle. J'ai 32 ans et je suis l'heureuse maman de 3 merveilleuses filles. Elles s'appellent Anna, Lila et Alma. Elles sont le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Chaque matin, lorsque je vois leur visage souriant, je me rappelle pourquoi je dois continuer à avancer, peu importe les difficultés que la vie met sur mon chemin. Être mère n'est pas facile, surtout lorsqu'on doit tout faire seule. Quand j'avais 16 ans, ma mère est tombée gravement malade. Elle s'est battue contre sa maladie pendant près de 2 ans, mais à la fin, elle n'a pas survécu. La perdre a été le moment le plus douloureux de mon enfance. C'était ma meilleure amie. Elle m'a appris à rester gentille, même lorsque les autres ne l'étaient pas. Elle croyait toujours que l'amour pouvait guérir presque toutes les blessures. Après sa mort, ma vie a changé du jour au lendemain. Mon père nous avait déjà abandonnés plusieurs années auparavant, alors il ne restait plus personne pour prendre soin de moi. J'ai compris très tôt que la vie ne me donnerait jamais rien gratuitement. Si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'obtenir. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Maxime. Au début, il semblait gentil et attentionné. Il me faisait rire. Il m'a promis que nous construirions ensemble un bel avenir. Je l'ai cru de tout mon cœur. Nous nous sommes mariés après seulement 1 an de relation. Peu de temps après, notre première fille, Anna, est née. 2 ans plus tard, Lila est entrée dans nos vies. Puis notre plus jeune fille, Alma, est venue compléter notre petite famille. Pendant quelque temps, j'ai vraiment cru que j'avais trouvé le bonheur. Mais certaines personnes cachent leur véritable personnalité. Maxime a commencé à changer petit à petit. Il rentrait tard le soir. Il dépensait de l'argent que nous n'avions pas. Parfois, il disparaissait pendant plusieurs jours sans me dire où il était. Chaque fois que je lui posais des questions, il se mettait en colère. « Je travaille dur », disait-il toujours. « Arrête de poser autant de questions. » Je voulais le croire. Je voulais que notre famille reste unie. Puis, un matin, alors qu'Alma n'avait que 6 mois, je me suis réveillée et j'ai trouvé son côté du lit vide. Ses vêtements avaient disparu. Sa valise aussi. Son numéro de téléphone ne fonctionnait plus. Il n'est jamais revenu. Il n'a jamais appelé pour prendre des nouvelles des filles. Il n'a jamais envoyé d'argent. C'était comme si nous n'avions jamais existé. J'ai pleuré pendant des semaines. Mais un jour, mes larmes se sont arrêtées. J'ai compris que pleurer ne nourrirait pas mes filles. Alors je me suis relevée. Je me suis promis de ne jamais laisser mes filles se sentir abandonnées ou mal aimées. Nous avons emménagé dans un tout petit appartement, dans une ville tranquille appelée Maplewood. L'appartement ne comptait que 2 petites chambres. Les murs étaient vieux et, pendant l'hiver, l'air froid passait par les fenêtres. Parfois, je les recouvrais de couvertures pour garder la pièce un peu plus chaude.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était notre foyer. Chaque mois me donnait l'impression d'escalader une montagne. Le loyer, l'électricité, l'eau, les fournitures scolaires, la nourriture, chaque euro comptait. Je n'étais jamais allée à l'université. Sans diplôme, trouver un bon emploi était presque impossible. Après des semaines de recherche, j'ai commencé à faire le ménage dans des maisons et de petits bureaux. Je travaillais seule. Je n'avais ni entreprise, ni uniforme, ni congé payé, ni assurance maladie. J'avais seulement un seau, une serpillière, quelques produits de nettoyage et ma détermination. Chaque soir, je cherchais sur Internet et je lisais les annonces affichées sur les panneaux de la communauté pour trouver des personnes qui avaient besoin d'une femme de ménage. Parfois, je nettoyais de magnifiques maisons avec une piscine et des meubles coûteux. D'autres jours, je nettoyais des garages sales ou de vieux appartements qui sentaient la fumée. Chaque travail était différent. Certains clients me remerciaient chaleureusement. D'autres m'offraient un café. Certains me donnaient même des biscuits faits maison à rapporter à mes filles. D'autres me regardaient à peine. Quelques-uns se plaignaient de choses qui étaient déjà cassées avant mon arrivée. Un jour, un client a refusé de me payer après que j'ai passé 8 heures à nettoyer toute sa maison. Il m'a dit « J'ai changé d'avis. Le travail n'était pas assez bien fait. » Je savais que c'était un mensonge, mais je savais aussi que je n'avais pas les moyens de payer un avocat. Alors, j'ai rangé silencieusement mon matériel et je suis partie. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain, là où mes filles ne pouvaient pas m'entendre. Le lendemain matin, j'ai souri de nouveau parce qu'une mère n'a pas le luxe d'abandonner. Chaque soir, après que les filles se soient endormies, je m'asseyais près de leur lit. Anna a maintenant 10 ans. Elle adorait lire des livres sur les animaux. Elle rêvait de devenir vétérinaire un jour. Lila a 8 ans. Elle aimait dessiner de jolies fleurs colorées et des papillons. Presque tous les murs de notre appartement étaient décorés de ces petits dessins. La petite Alma n'a que 5 ans. Elle riait plus que toutes les personnes que j'avais rencontrées. Elle croyait que tous les problèmes pouvaient être résolus avec un simple câlin. Les regarder me donnait toujours de la force. Parfois, j'embrassais doucement leur front et je leur murmurais « Je vous promets de vous offrir une vie meilleure ». Un samedi après-midi, Anna est entrée dans la cuisine pendant que je comptais le peu d'argent qu'il me restait. « Maman » a-t-elle dit. « Oui, ma chérie » ai-je répondu. « Notre école organise une sortie au musée des sciences le mois prochain » a-t-elle expliqué. « C'est une très bonne nouvelle » ai-je répondu. Elle n'a souri qu'un instant avant de baisser les yeux. « Ça coûte 30 €, a-t-elle murmuré. J'ai regardé les quelques billets posés sur la table. J'avais seulement assez d'argent pour acheter les courses jusqu'à la fin de la semaine. « Est-ce que tu es obligée d'y aller » ai-je demandé doucement. « Non » a-t-elle répondu rapidement en se forçant à sourire. « Ce n'est pas grave. » Elle s'est retournée avant que je puisse voir les larmes dans ses yeux. Ce soir-là, j'ai accepté un autre travail de ménage, même si j'avais déjà travaillé 6 jours cette semaine-là. Je voulais que ma fille Anna puisse participer à cette sortie. Le vendredi suivant, j'avais enfin gagné assez d'argent. Lorsque je lui ai tendu les 30 €, ses yeux se sont agrandis. « Vraiment » a-t-elle demandé. « Bien sûr » ai-je répondu. Elle m'a serré très fort dans ses bras.
Tu réussis toujours à tout arranger, maman, m'a-t-elle dit. Elle ne savait pas que j'avais sauté plusieurs repas cette semaine-là pour pouvoir lui donner cet argent, et je n'avais jamais eu l'intention de le lui dire. Cette année-là, l'hiver est arrivé plus tôt que d'habitude. Les matins sont devenus plus froids. La neige a recouvert les rues, le vent était glacial et nous fouettait le visage. Malgré tout, j'ai continué à travailler chaque jour. Un soir, j'ai reçu l'appel d'une femme âgée qui avait besoin que je nettoie sa maison avant l'arrivée de sa famille pour Noël. « Cela prendra plusieurs heures », m'a-t-elle prévenue. « Je serai là », ai-je répondu sans la moindre hésitation. Le travail s'est terminé après le coucher du soleil. La dame m'a chaleureusement remercié et m'a donné un petit supplément. « Vous me rappelez ma fille », m'a-t-elle dit. « Continuez à croire en vous. » Ces paroles pleines de gentillesse sont restées gravées dans mon esprit pendant que je rangeais mon matériel. Dehors, une pluie battante s'était mise à tomber. Les trottoirs étaient mouillés et glissants. J'ai resserré mon vieux manteau autour de moi avant de prendre les mains de mes filles. Anna tenait ma main gauche. Lila marchait à côté de moi. La petite Alma avait glissé sa minuscule main dans la mienne. « Maman » a murmuré Alma tandis que le vent glacé soufflait dans la rue. « J'ai très froid. » Je lui ai souri doucement, j'ai retiré mon écharpe et je l'ai enroulée autour de ses petites épaules. « Nous sommes presque arrivés à la maison, ma chérie. » Les rues étaient inhabituellement silencieuses. La plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux à cause du mauvais temps. Les lampadaires se reflétaient sur la chaussée mouillée comme de longs rubans dorés. J'ai serré mes filles un peu plus contre moi. Sans savoir pourquoi, j'ai soudain ressenti une étrange inquiétude. J'ai regardé des deux côtés avant de m'engager sur le passage piéton. Une forte rafale de vent nous a poussés. Puis, une paire de phares éblouissants est apparue de nulle part. Un puissant coup de klaxon a brisé le silence. Quelqu'un a crié. Les pneus ont glissé sur la route verglacée. Je me suis tournée vers mes filles au moment où tout autour de nous a explosé dans un vacarme assourdissant. Le fracas du métal résonnait dans toute la rue. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Mon seul instinct était de protéger mes filles. J'ai poussé Anna, Lila et Alma de toutes mes forces vers le trottoir. Puis une douleur atroce a traversé tout mon corps. Tout autour de moi a disparu dans l'obscurité. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Peu à peu, j'ai entendu de légers bips. Quelqu'un parlait tout près de moi. L'air sentait les médicaments. Mes yeux étaient lourds. Lorsque je les ai enfin ouverts, j'ai vu un plafond d'un blanc éclatant. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où je me trouvais. J'avais terriblement mal à la tête. Mes bras étaient faibles. Ma jambe gauche me brûlait comme si elle était en feu. Puis tout m'est revenu en mémoire. La pluie, les phares, mes filles. J'ai essayé de me redresser, mais une douleur intense a traversé tout mon corps. Non, ma voix n'était guère plus qu'un murmure. Mes filles. Une infirmière est rapidement entrée dans la chambre. Elle semblait avoir une quarantaine d'années, avec des yeux doux et un sourire apaisant. « S'il vous plaît, ne bougez pas », m'a-t-elle dit d'une voix calme. « Vous êtes en sécurité. »« Mes filles », ai-je répété. « Où sont Anna, Lila et Alma ?» L'infirmière m'a souri. « Elles sont en sécurité, elles aussi. » Mes yeux se sont aussitôt remplis de larmes. « Je veux les voir, ai-je dit.
Vous les verrez, a-t-elle répondu. Quelques minutes plus tard à peine, la porte de la chambre s'est ouverte. 3 petites filles sont entrées en courant. « Maman !» ont-elles crié. Anna est arrivée la première. Elle m'a serrée dans ses bras aussi délicatement que possible. Lila m'a enlacé l'épaule. La petite Alma est montée sur le côté du lit et a enfoui son visage contre ma poitrine. Je me suis mise à pleurer. Pas à cause de la douleur, pas à cause de l'accident. Je pleurais parce qu'elles étaient vivantes. J'ai eu tellement peur. Je croyais t'avoir perdue, a murmuré Anna. J'ai embrassé chacune d'elles encore et encore. Je suis là. Et je serai toujours là, leur ai-je dit. Les filles sont restées près de moi jusqu'à ce qu'un médecin entre dans la chambre. C'était un homme grand, aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. Il a consulté mon dossier avant de tirer une chaise. « Madame Moreau, a-t-il dit, nous avons reçu les résultats de tous vos examens. » J'ai hoché la tête avec inquiétude. « Vous avez subi plusieurs blessures. Vous avez une jambe fracturée, 2 côtes cassées et une grave commotion cérébrale. » J'ai fermé les yeux. « Est-ce que je vais guérir ?» ai-je demandé. « Oui, » a-t-il répondu. « Mais cela prendra du temps. Votre jambe nécessite une opération et vous ne pourrez pas travailler pendant plusieurs mois. » Ces paroles m'ont fait encore plus mal que mes os brisés. Je ne peux pas arrêter de travailler. Mes filles ont besoin de moi. J'ai un loyer à payer. J'ai des factures. Je fais des ménages. Si je ne travaille pas... Ma voix s'est brisée. Le médecin avait l'air sincèrement désolé. « Pour l'instant, votre seul travail est de guérir, » m'a-t-il dit. « Mais, » ai-je commencé. « Il n'y a pas de « mais », m'a-t-il interrompu. « Si vous reprenez le travail trop tôt, vous risquez de ne jamais retrouver toutes vos capacités. » Après son départ, je suis restée à fixer le plafond. Mon cœur n'avait jamais été aussi lourd. Comment allions-nous survivre? Puis une autre pensée douloureuse m'a traversé l'esprit. Mon matériel de ménage, l'accident, le seau, l'aspirateur, tout ce que j'avais emprunté à mon amie Ombline. Tout avait été détruit. J'en avais la nausée. Comme si cela ne suffisait pas, un policier est arrivé plus tard dans l'après-midi. Il a retiré poliment sa casquette avant de prendre la parole. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Je l'ai regardé avec inquiétude. « Le véhicule a perdu le contrôle à cause de la route verglacée. Ce n'était pas votre faute. » J'ai ressenti un bref soulagement. Mais presque aussitôt, mon estomac s'est noué. Le véhicule a percuté le trottoir et une partie d'un mur décoratif en pierre s'est effondrée. Ce mur appartenait à une bijouterie de luxe. Le propriétaire demande une indemnisation d'environ 20 000 €. Je l'ai fixé, incapable de parler. « Je n'ai même pas 200 €, ai-je fini par dire. Il a poussé un léger soupir. Je comprends. L'enquête est toujours en cours, mais je tenais à vous en informer. Soudain, la chambre m'a semblé beaucoup plus petite. Après son départ, j'ai couvert mon visage de mes 2 mains. Tout ce pour quoi j'avais travaillé était en train de s'effondrer. Anna m'a doucement caressé l'épaule. « Maman, tout ira bien, » a-t-elle dit. J'ai regardé ma fille aînée. Elle n'avait que 10 ans et pourtant c'était elle qui essayait de me réconforter. Cela m'a brisé le cœur encore davantage. Au cours des jours qui ont suivi, des voisins et des amis du quartier se sont relayés pour s'occuper des filles pendant que je restais à l'hôpital.
Une voisine m'a apporté une soupe faite maison. Une autre est venue avec des couvertures bien chaudes. Un couple de personnes âgées a déposé des sacs de provisions devant la porte de notre appartement. Des gens que je connaissais à peine nous venaient en aide. Cela m'a rappelé que la bonté existait encore. Un après-midi, une jeune journaliste est venue me rendre visite dans ma chambre d'hôpital. Elle m'a demandé si elle pouvait raconter mon histoire. Au début, j'ai refusé. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Elle m'a adressé un sourire bienveillant et m'a répondu « Il ne s'agit pas de pitié. Il s'agit d'espoir. » Après un moment de réflexion, j'ai accepté. L'article a été publié en ligne dès le lendemain matin. Il était accompagné d'une photo de moi tenant la main de mes filles, prise quelques mois plus tôt dans un parc de notre ville. Le titre disait « Une mère célibataire risque sa vie pour sauver ses 3 filles ». En quelques heures seulement, des milliers de personnes avaient partagé l'article. Les messages sont arrivés de tout le pays. Beaucoup nous envoyaient des mots d'encouragement. Certains priaient pour nous. D'autres disaient avoir pleuré en découvrant ce qui nous était arrivé. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. De petits dons ont commencé à arriver, 5 €, 10 €, 20 €, 100 €. Avec chaque don, les gens écrivaient un petit mot. Restez forte. Vos filles ont beaucoup de chance de vous avoir. L'amour d'une mère mérite un miracle. J'ai lu chacun de ces messages. Chacun d'eux m'a fait pleurer. Une semaine plus tard, le montant total avait dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était suffisant pour payer plusieurs mois de loyer. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai respiré un peu plus sereinement. Puis, un mardi matin, alors que tout était calme, mon téléphone a sonné. Le numéro m'était inconnu. « Allô ?» ai-je répondu. Une voix d'homme, calme et posée, s'est fait entendre. « Bonjour, est-ce que je parle à Angèle Moreau ?»« Oui, » ai-je répondu. « Mon nom n'a pas d'importance pour le moment. J'ai lu votre histoire. Je suis devenue nerveuse. »« Qui êtes-vous » ai-je demandé. « J'aimerais vous aider, » a-t-il répondu. « Nous avons déjà reçu des dons, » ai-je dit avec prudence. « Je le sais. »« Mais je veux faire davantage, » a-t-il répondu. « Pourquoi » ai-je demandé. Un court silence s'est installé. Puis il a répondu d'une voix douce. « Parce qu'il y a des années, quelqu'un a aidé ma mère alors que nous n'avions plus rien. Je ne l'ai jamais oublié. Aujourd'hui, je crois que c'est à mon tour d'aider les autres. » Je ne savais pas quoi répondre. « Je n'attends rien en retour, » a-t-il poursuivi. « Je viendrai vous rendre visite dans quelques jours. » Avant même que je puisse lui poser une autre question, il a raccroché. Je suis restée à regarder mon téléphone. Qui était-il? Pouvais-je lui faire confiance? Peut-être que c'était une plaisanterie. Peut-être que quelqu'un cherchait simplement à attirer l'attention. J'ai décidé de ne pas trop y penser. 2 jours plus tard, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte de nouveau. Cette fois, plusieurs personnes sont entrées en portant des fleurs, des ballons, des livres pour les filles et des sacs remplis de vêtements d'hiver bien chauds. Derrière elles marchait un jeune homme vêtu d'un manteau bleu marine. Il semblait avoir une trentaine d'années. Son sourire était calme et sincère. Son regard était rempli de bienveillance.
Il s'est approché de mon lit et m'a tendu la main. « Bonjour Angèle, je m'appelle Ludovic Dubois. »« Alors, c'était vous ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Je vous avais promis de venir. » Je lui ai serré la main. Sa poignée de main était douce, naturelle, sans aucune arrogance, simplement pleine de gentillesse. Mes filles l'observaient avec curiosité. Ludovic leur a souri. « Tu dois être Anna. Tu ressembles beaucoup à ta maman. » Anna a souri timidement. « Et toi, tu dois être Lila. J'ai entendu dire que tu adorais dessiner. » Les yeux de Lila se sont agrandis. « Comment le savez-vous » a-t-elle demandé. J'ai lu l'article. Il parlait de tes magnifiques dessins. Enfin, il s'est agenouillé devant la petite Alma. « Et je crois que c'est toi qui fais les plus beaux câlins. » Sans dire un mot, Alma a passé ses petits bras autour de son cou. Toute la chambre s'est mise à rire. Ludovic a ri lui aussi. À cet instant précis, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti que peut-être, oui, peut-être que nos jours les plus sombres étaient enfin derrière nous. Ludovic a souri pendant qu'Alma revenait s'asseoir sur mes genoux. « Vous avez une magnifique famille, » a-t-il dit. J'ai regardé mes filles avec un sourire. Ce sont elles qui m'ont donné la force de ne jamais abandonner. Il a acquiescé. « Je le vois très bien, » a-t-il répondu. Pendant quelques instants, personne n'a parlé. La chambre était paisible, puis Ludovic a sorti un dossier de son sac et l'a posé sur la petite table à côté de mon lit. « J'ai parlé avec l'hôpital, » a-t-il dit. « Ils ont accepté de me laisser vous aider. » Je l'ai regardé avec incompréhension. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé. Il a souri. « Vos frais d'hospitalisation ont été entièrement réglés. » Je l'ai fixé du regard. « Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ?» ai-je demandé, complètement bouleversée. « Vous avez bien entendu. »« Vous ne devez plus rien à l'hôpital, » a-t-il répondu. J'en suis restée bouche bée. Je n'arrivais pas à y croire. « Non, il doit y avoir une erreur, » ai-je dit. « Il n'y en a aucune. Je voulais simplement vous aider, » a-t-il répondu. Des larmes ont coulé sur mes joues. J'ai essayé de parler, mais aucun mot ne sortait. Finalement, j'ai murmuré « Merci ». Il a doucement secoué la tête. « Vous n'avez pas à me remercier, » a-t-il dit. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» ai-je demandé. Il a regardé par la fenêtre pendant un instant avant de répondre. « Quand j'avais 12 ans, mon père est décédé. Ma mère m'a élevée seule. Nous étions pauvres. Certains jours, nous n'avions même pas assez à manger. » Je l'écoutais attentivement. Un hiver, un inconnu a payé notre loyer. Nous n'avons jamais su son nom. Ma mère a pleuré toute la nuit. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'ai attendu en silence. Elle m'a dit « Quand la vie se montre généreuse avec toi, sois généreux à ton tour envers quelqu'un d'autre. » Il a souri. Depuis ce jour-là, j'essaie de vivre selon ses paroles. Ces mots sont restés gravés dans mon cœur. Une semaine plus tard, j'ai subi une opération. L'intervention s'est bien passée, mais la guérison a été lente. Réapprendre à marcher était douloureux. Certains jours, j'avais envie d'abandonner. Chaque pas me semblait impossible. Mais chaque après-midi, mes filles venaient me rendre visite. « Maman, » m'a dit Alma un jour, « tu deviens de plus en plus forte. »« Vraiment ?» ai-je demandé.
Elle a hoché la tête avec fierté. Aujourd'hui, tu as fait 5 pas. J'ai ri. C'est vrai, je crois bien que oui, ai-je répondu. Bientôt, tu en feras 100, a-t-elle déclaré avec assurance. Sa confiance m'a redonné confiance en moi. 3 semaines plus tard, j'ai enfin reçu l'autorisation de quitter l'hôpital. Je pensais que Ludovic allait nous ramener à notre petit appartement. Mais il a pris une autre route. J'ai regardé par la fenêtre. Ce n'est pas le chemin de la maison, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu avec un sourire. Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée dans un quartier paisible, entouré d'arbres. Des enfants faisaient du vélo. Les voisins se saluaient avec le sourire. Tout semblait calme et accueillant. Ludovic s'est garé devant une jolie petite maison aux murs blancs, aux volets bleus et à un petit jardin rempli de fleurs colorées. Je l'ai regardée. « Elle est magnifique, ai-je dit. « Oui, elle l'est, a-t-il répondu. « Mais pourquoi sommes-nous ici ?» ai-je demandé. Il m'a tendu une petite clé. J'ai froncé les sourcils. « Je ne comprends pas, » ai-je dit. Il m'a souri. « Allez-y, » a-t-il dit. Mes mains tremblaient lorsque j'ai introduit la clé dans la serrure et ouvert la porte d'entrée. À l'intérieur, un salon chaleureux était baigné par la douce lumière du soleil qui entrait par les fenêtres. Il y avait un canapé confortable, une bibliothèque, une table à manger et, à l'étage, 3 petites chambres. L'une était peinte en bleu clair, une autre en jaune pâle. La plus petite avait de jolis rideaux roses. Alma s'est précipitée à l'étage. « Maman, viens voir !» a-t-elle crié. Je l'ai suivie lentement en m'appuyant sur ma canne. La chambre contenait un petit lit, un ours en peluche et une bibliothèque remplie d'histoires pour enfants. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis tournée vers Ludovic. « À qui appartient cette maison ?» ai-je demandé. Il a souri. « À vous. » Je suis restée figée. « Quoi ?» ai-je demandé, complètement surprise. « Cette maison est à vous désormais, » a-t-il répondu. J'ai secoué la tête. « Non, je ne peux pas accepter un cadeau pareil, » ai-je répondu. « Si, vous le pouvez. Vous méritez un endroit sûr où élever vos filles, » a-t-il dit. J'ai porté mes mains à ma bouche. « Je n'ai rien à vous offrir en échange, » ai-je murmuré. « Si, vous m'avez déjà donné quelque chose, » a-t-il répondu. Je l'ai regardé avec étonnement. « Vous avez rappelé à des milliers de personnes que la gentillesse a encore sa place dans ce monde. Moi, je n'ai fait que contribuer à rendre cela possible. » Malgré la douleur dans ma jambe, je suis tombée à genoux. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais jamais fait auparavant. Anna m'a serrée dans ses bras. Lila pleurait à côté de nous. La petite Alma riait et pleurait en même temps. « Nous avons une maison, » a-t-elle murmuré. « Oui, » ai-je répondu à travers mes larmes. « Nous avons enfin un vrai foyer. » Peu à peu, la vie est redevenue paisible. Chaque matin, les filles allaient ensemble à pied dans leur nouvelle école. Elles se sont fait de nouveaux amis. Elles riaient davantage. Le soir, nous dînions autour d'une véritable table au lieu de garder nos assiettes sur les genoux. Pour la première fois depuis des années, notre maison était remplie d'espoir. Un après-midi, Ludovic est venu nous rendre visite. Nous avons bu du thé dans la cuisine pendant que les filles jouaient dehors. Puis il m'a demandé « Si l'argent n'était pas un problème, qu'aimeriez-vous vraiment faire ?»
Je lui ai adressé un sourire rempli de nostalgie. J'ai toujours aimé faire de la pâtisserie. C'est ma mère qui me l'a appris. Quand j'étais petite, elle préparait du pain frais tous les dimanches matins. Son parfum remplissait toute la maison. Depuis ce jour-là, je rêve d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Alors, pourquoi ne l'avez-vous jamais fait ? M'a-t-il demandé. Parce que je n'en avais pas les moyens, ai-je répondu. Le matériel de boulangerie coûte très cher. Louer un local coûte très cher. Tout coûte cher. Ludovic s'est adossé à sa chaise. Et si tous ces problèmes disparaissaient ? J'ai laissé échapper un petit rire. Alors, je serais sans doute la femme la plus heureuse de toute la ville. Il m'a souri. Parfait, parce que demain nous allons faire quelques achats. Le lendemain matin, il m'a présenté à plusieurs commerçants de la région. L'un d'eux nous a aidés à trouver un petit local situé au coin d'une rue tranquille. Un autre nous a vendu des fours et du matériel de boulangerie avec une réduction exceptionnelle après avoir entendu mon histoire. Plusieurs bénévoles ont repeint les murs. Les voisins ont offert des tables, des chaises et des décorations. Même Lila a peint une enseigne colorée sur laquelle on pouvait lire « La boulangerie familiale d'Angèle ». Lorsque tout a été prêt, je me suis tenue devant la boutique avec une paire de ciseaux à la main. Une petite foule s'était rassemblée. Mes filles étaient à mes côtés. Ludovic me souriait depuis le premier rang. « Prête ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ensemble, mes filles et moi avons coupé le ruban. Tout le monde s'est mis à applaudir. Ce premier matin, j'ai préparé du pain frais, des brioches à la cannelle, des tartes aux pommes, des biscuits au chocolat et des croissants tout chauds. Leur délicieuse odeur s'est répandue dans tout le quartier. Les clients ont commencé à entrer presque immédiatement. « Je vais prendre 2 pains, s'il vous plaît. »« Est-ce que je peux avoir 6 biscuits ?» Ces tartes ont l'air délicieuses. À l'heure du déjeuner, presque toutes les étagères étaient déjà vides. J'avais du mal à y croire. Les semaines passaient et la boulangerie accueillait de plus en plus de clients. Les habitués revenaient encore et encore. Certains venaient pour le pain. D'autres souhaitaient simplement soutenir notre famille. Beaucoup disaient qu'ils aimaient venir parce que ma boulangerie était un endroit chaleureux et accueillant. Les mois ont passé, puis les années. La boulangerie est devenue l'un des endroits les plus appréciés de Maplewood. J'ai embauché 2 employés, puis 4. Finalement, je n'ai plus eu à m'inquiéter pour payer les factures. Anna est devenue une adolescente intelligente et attentionnée. Elle n'a jamais abandonné son rêve d'aider les animaux. Lila a continué à dessiner. C'est même elle qui a créé le nouveau logo de la boulangerie. Quant à la petite Alma, elle continuait à faire des câlins à toutes les personnes qu'elle rencontrait. Certaines choses ne changent jamais. Un soir, après la fermeture de la boulangerie, j'ai trouvé Ludovic debout devant la boutique. Il regardait l'enseigne au-dessus de la porte avec un sourire. « C'est vous qui avez accompli tout cela, » m'a-t-il dit. J'ai ri doucement. « Non, c'est nous qui l'avons fait. » Il a secoué la tête. « Moi, je n'ai fait qu'ouvrir une porte. C'est vous qui avez eu le courage de la franchir. » Ces paroles m'ont rappelé quelque chose que ma mère disait souvent. La gentillesse peut ouvrir une porte, mais c'est le courage qui permet de la franchir. J'ai regardé autour de moi. Des familles riaient ensemble. Des enfants savouraient des biscuits,
Du pain tout juste sorti du four refroidissait sur les étagères. Mes filles souriaient derrière le comptoir. Pendant un instant, je me suis souvenu de cette nuit froide et pluvieuse où je croyais que tout était terminé. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je posséderais une jolie maison, que je dirigerais ma propre boulangerie et que je verrais mes filles grandir heureuses, je ne l'aurais jamais cru. La vie peut changer en un seul instant, parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. L'essentiel est de ne jamais cesser d'y croire. Ne cessez jamais d'essayer. Ne perdez jamais espoir. Car même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Et parfois, la gentillesse d'un inconnu peut devenir le début d'une toute nouvelle vie. Merci, ma chère auditrice, mon cher auditeur, d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, retenez cette leçon toute simple. La gentillesse n'est jamais perdue. Même le plus petit geste de bonté peut transformer complètement l'avenir de quelqu'un. Et peu importe les épreuves que la vie vous réserve, ne perdez jamais espoir, car demain pourrait bien vous apporter le miracle que vous attendiez depuis si longtemps.